Bonjour, salam azoul à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Algerian Space TV et notamment lors de cette émission, j'ai l'honneur de recevoir un militant sahraoui, mais aussi porte-parole militant aussi sahraoui, qui est aussi chargé des affaires étrangères de la jeunesse active sahraoui. J'ai nommé Monsieur Ahmedna Abdi. Monsieur Ahmedna Abdi, bienvenue. Bonjour, merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ahmed Naabdi, ben, je vais se laisser se présenter. Du coup, allez-y, monsieur Ahmed Naabdi. Bonjour à tous. Ahmed Naabdi, c'est un militant comme un autre, un jeune Sahraoui qui est né dans les campements de réfugiés sahraouis au sud-ouest algérien, à Tindouf, et qui milite depuis des années dans la diaspora pour la cause sahraoui. Pas de problème. Et aussi, vous êtes aussi très actif, notamment au sein de conférences aux Nations Unies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre engagement dans cette jeunesse active sahraoui? Tout à fait. Je suis porte-parole et chargé des affaires étrangères de la jeunesse active sahraoui. Nous avons commencé notre mission en 2020 avec le Covid pour venir surtout en aide aux réfugiés, pour hum, mettre aussi en lumière tout ce qui se passe dans les campements de réfugiés, mais les conditions des réfugiés sahraouis. Donc, ceux qui avaient commencé avec un projet humanitaire, un projet pour garantir aussi la santé de ces réfugiés, a commencé, bon, il s'est amplifié avec le retour de la guerre au Sahara occidental, avec la violation de cessez-le-feu par le Maroc au Sahara occidental, et qui a entraîné un mouvement de jeunesse qui est engagé pour la question sahraoui. Et on était nombreux à faire le pari pour porter la voix de Sahara Du peuple occidental à sahraoui. l'international, du peuple sahraoui à l'international. Exactement. Alors, Mm. ce qui avait commencé au niveau de l'Espagne ou de la France ou en Italie, nous l'avons amplifié un peu plus loin. Nous sommes allés, bon, avec un grand intérêt avec la scène internationale, nous sommes allés dans des projets internationaux en lien avec les Nations Unies. J'étais le premier et le plus jeune Sahraoui à entrer dans l'espace bleu des Nations Unies euh, dans les conférences climatiques. Et aussi, depuis 2022, je participe à toutes les sessions de Conseil des droits de l'homme à Genève. Ce Exactement, parce sont que la question climatique joue un très grand rôle aussi dans le conflit, du moins même l'occupation marocaine au Sahara occidental. Monsieur Ahmed Nahdi, est-ce que vous pouvez nous parler, parce que c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui sont un peu ignorants sur le sujet, notamment du Sahara occidental. Comment présenterez-vous la cause sahraoui et le Sahara occidental en termes d'histoire, s'il vous plaît? alors, pour aller au très concret, nous allons aller pour voir dans le sens de la décolonisation. La cause sahraoui est aussi une cause de décolonisation inachevée. Inachevée pourquoi? Pour vous citer un peu le contexte historique. En 1884, vous vous rappelez bien, avec ce projet ambitieux des Occidentaux de se partager l'Afrique comme s'il s'agissait d'un gâteau, le Sahara occidental a été la partie affectée ou cadeau pour l'Espagne. L'Espagne n'était pas forcément un grand colonisateur, on va dire, en Afrique, mais qu'il avait bien plusieurs parties d'Afrique où il avait installé tout d'abord ses armées, mais après, petit à petit, sa population aussi. Alors, ce qui avait commencé en 1884, c'est l'installation des troupes espagnoles à la ville de Dakhla, actuelle Dakhla, qui l'ont nommée la ville Villa Cisneros. Villa Cisneros qui a été appelée par les Espagnols en faisant référence au territoire actuel ou la ville actuelle de Dakhla et que c'était un projet qui s'est amplifié. Donc, les Dakhla, qui se situe plutôt au sud du Sahara occidental, les Espagnols, ils ont commencé à aller vers le nord,
petit à petit jusqu'à arriver à l'Aïoun pour fonder en 1900, on va dire 1900, entre 1900 et 1912, ils ont fondé la ville espagnole de l'Aïoun, qui est actuellement la capitale de Sahara occidental, et notamment depuis ça, ce qui a été amplifié aussi en 1938. Cette capitale a été renforcée avec des missions bien précises de l'affecter à une partie de l'Espagne, parce que il faut savoir que le Sahara occidental n'était pas une colonie à proprement dit de l'Espagne, était un département. Un département de Exactement. l'Espagne, c'était le département 53 qui était appelé le Sahara espagnol. Ce nom de Sahara espagnol, il s'agit justement d'une nomination qu'avait donnée Franco, l'ancien dictateur espagnol, qui était très attaché au Sahara occidental et qui au début il avait appelé le Sahara de l'Espagne, le Sahara espagnol, mais aussi qu'après il est parti un peu plus loin pour dire Sahara occidental, le Sahara de l'Occident, pour amener un peu plus son occupation sur le territoire. Alors Exactement. il faut savoir qu'en 1863, les choses commencent à bouger au sein des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies commence à se rendre compte que ce mouvement de libération un peu partout en Afrique a son poids et qu'ils ont mis justement ils sont mis à la recherche de territoires non autonomes, des territoires à décoloniser notamment. Et c'est ainsi qu'en 1863, le Sahara occidental est inscrit parmi les territoires non autonomes. Alors, le pas suivant de l'Assemblée nationale, après avoir justement identifié le Sahara occidental comme un territoire non autonome, dans le contexte, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, notamment son article 75, ils sont allés quelques années après, 2 ans après, en 1965-1966, à faire pression même sur ces États colons, ces puissances occupantes, pour faire en tout cas une commission de décolonisation et que cette commission de décolonisation avait comme mission de s'interroger sur l'ampleur de la réalité des territoires non autonomes et justement euh, affirmer ou le droit du peuple sahraoui ou le peuple d'autres territoires non autonomes au principe de le droit à L'autodétermination. l'autodétermination. Alors, Monsieur L'autodétermination. Ahmed Nahabdi, je me permets, à ce jour, quel est le statut juridique du Sahara occidental? Alors, le statut du Sahara occidental est un territoire non autonome à décoloniser, et notamment dans le cadre de la résolution 1514, de la résolution justement qui confère ce droit des peuples à décider eux-mêmes leur avenir librement, justement, euh, dans un procès équitable pour chaque peuple qui exerce son droit à l'autodetermination. Et du coup, en tant que territoire non autonome qui est inscrit à la quatrième chambre de décolonisation, comme nous le savons, est-ce que le peuple sahraoui pourra bénéficier un jour de son droit à l'autodétermination? Alors, le droit à l'autodetermination, c'est quelque chose qui n'a pas ni un colon ni l'autre a pu revendiquer, en sachant que euh, la première puissance occupante, c'était les Espagnols, et c'est à ce moment-là que les Sahraouis sont organisés aussi pour faire face à la puissance occupante espagnole, aux colons espagnols, pour exercer ce droit qui a été reconnu pour les Sahraouis bien avant euh, le départ des Espagnols et bien avant l'arrivée des Marocains. C'est un droit très fort au sein qui s'impose notamment dans la Charte des Nations Unies. Il faut savoir que c'est le deuxième article de la Charte des Nations Unies, mais aussi c'est le chapitre, il est évoqué dans le chapitre 12 et le chapitre 13. Il a vraiment un poids qui ne peut pas forcément être changé. Et comme je parlais avant de la résolution 1514 aussi, c'est une résolution qui a
un fondement, il y a un principe pour beaucoup d'États reconnus par les Nations Unies comme un principe immuable. Donc, le droit à l'autodétermination reconnu au peuple sahraoui, c'est la seule solution jusqu'à aujourd'hui pour le conflit du Sahara occidental. Alors, Exactement. c'est quelque chose qui personne n'a pu changer, c'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, ce territoire est autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souveraineté sur ce territoire, mais cependant, le seul souverain sur ce territoire est le peuple sahraoui, un peuple qui est reconnu par ses racines, par sa langue, par sa culture, par ses tribus, mais qui ont été dans un début organisés, dirigés, mais entre eux, régis sur un statut justement de société et qu'aujourd'hui, ils sont même dans un État reconnu comme un État à l'exil, dans l'exil. Exactement. Alors, Monsieur Ahmed Nahabdi, on va passer sur un autre thème qui est plutôt, c'est vrai qu'il n'est pas souvent abordé, du moins on parle du juridique, on parle de décolonisation, mais quelle est la situation des droits humains au Sahara occidental occupé? Alors, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, elle est souvent répété par les médias, ce qui, pour nous, en tout cas, le Sahara occidental est une prison à ciel ouvert. Et une prison à ciel ouvert, pourquoi? Parce que la moindre des choses, qui est juste réclamer son droit à l'autodétermination, peut mener à une condamnation de 30 ans à vie, une prison à vie, pour un simple fait. Alors, si on parle de lever le drapeau sahraoui, ou même réclamer les droits et libertés fondamentales, mène à que le régime marocain, que le Marzen, enferme ces Sahraouis, souvent des jeunes Sahraouis, dans des prisons, euh, notamment très très lointaines du Sahara occidental, ce sont souvent des prisons au nord du Maroc, mais que cette réalité, que ça soit pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, est une réalité frappante. C'est-à-dire que depuis 50 ans que dure ce cauchemar euh, pour le peuple sahraoui, un cauchemar qui avait commencé avec des bombardements de napalm à Draiga. Jusqu'à aujourd'hui, ce phénomène existe bien. Il faut savoir aussi que le peuple sahraoui, euh, qui a une violation, bien sûr, sa liberté est loin d'être respectée. Il est divisé en deux par un mur du sable, mais aussi un mur de mines antipersonnelles. Donc, quand il s'agit de la question des droits de l'homme, il n'y a pas de respect des droits de l'homme au Sahara occidental. Bien sûr. Réclamer ses libertés est égal à rentrer dans la prison marocaine. À l'image de Monsieur Ahmed Nahabdi, des militantes Sultana Khaya aussi, qui ont essuyé notamment des violations graves d'un point de vue des droits humains. Mais moi, Monsieur Ahmed Nahabdi, j'aimerais vous poser cette question. Comment les Sahraouis, vu votre engagement bien sûr pour la cause sahraoui, euh, comment les Sahraouis s'organisent pour dénoncer ces violations des droits humains? Alors, malgré que nous sommes un peuple peu nombreux, la société sahraoui, elle est très organisée dans un sens que la résistance existe bien et belle dans les territoires occupés par le Maroc, mais aussi le fait de vivre dans des campements de réfugiés est une sorte aussi de résistance. Mais dans la diaspora aussi, ils s'organisent tout à petit, un peu tous. On a malheureusement des prisonniers politiques au Sahara occidental. Il faut savoir que c'est des personnes qui ont milité pour le Sahara occidental et qui se trouvent emprisonnés au Maroc par un tribunal militaire alors que c'est des civils, juste parce qu'ils réclament leur droit légitime à l'autodétermination ou réclamer un Sahara occidental libre. Alors, Exactement. comment ils sont organisés les Sahraouis dans les campements de réfugiés? Les campements de réfugiés, un État dans l'exil. Il y a aussi en fait tout un gouvernement, un pouvoir politique
avec ses ministères. On peut trouver tous les ministères notamment. Tu peux trouver La le ministère RSD. exactement de la République arabe sahraoui démocratique qui a été fondée en 1976, le 27 février, et qui jusqu'à aujourd'hui, elle a pas seulement cet État en exil qui est représenté par des ministères des pouvoirs politiques et même une branche armée, mais aussi par une représentation politique un peu partout dans le monde. Ce sont très peu Exactement. les pays qui n'ont pas une représentation soit de la République arabe sahraouie-démocratique parce que l'État, cet État même reconnaît la race, mais c'est aussi le cas des représentations politiques dans les pays où il n'y a pas une reconnaissance de l'État sahraoui. Même dans les institutions continentales telles que l'Union africaine notamment, où la Alors, RSD est membre. l'Union africaine, c'est quelque chose de plus, c'est-à-dire que la République arabe sahraoui démocratique n'est pas seulement un membre, elle est membre fondateur. Elle est Exact- membre fondateur et qui est aussi un membre à part entière. Elle a bien son siège en tant que pour le chef d'État, que pour la représentation au Parlement africain, mais à toutes les conférences aussi qu'elle participe, l'Union africaine, le Sahara existe bien d'elle en tant qu'État État à part entière. Monsieur Ahmed Nahadi, j'aimerais comprendre un petit peu, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, hein, il y a un certain blackout médiatique autour du Sahara occidental. Comment expliquez-vous ce blackout? Notamment de la Alors, situation des droits humains, notamment de cette cause qui, voilà, qui est inscrite dans la quatrième chambre de décolonisation. Normalement, on sait très bien qu'il y a beaucoup de médias mainstream qui aiment reprendre certaines causes, qui les mettent en avant, mais concernant le Sahara occidental, on a un blackout médiatique. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu votre avis selon vous. le silence médiatique est dû à plusieurs choses. Il faut savoir tout d'abord que les intérêts au Sahara occidental ont toujours été majeurs. Même le départ de l'Espagne est un départ pas accepté. Le Sahara occidental n'est pas seulement un territoire, sinon une richesse considérable de ressources naturelles. Alors, le fait qu'il y a une puissance occupante jusqu'à aujourd'hui, le Maroc occupe le Sahara occidental depuis 1975, c'est une réalité frappante que le Maroc fait ça en impossible pour qu'on oublie le peuple sahraoui et que même on oublie son droit à l'autodétermination et qu'on le raye de la carte. Alors, comment ça se passe? Il faut savoir que dans cette histoire, le Maroc n'agit pas seul. N'agit pas seul parce qu'il a aussi des alliés qui renforcent sa politique coloniale. Si on parle tout d'abord de la France qui est un peu protégée sur la scène internationale, mais aussi sur le terrain, le Maroc, la France a pu intervenir militairement avec, à l'époque, des Jaguars pour bombarder les troupes sahraouis qui combattait l'armée mauritanienne est rentrée en invasion de Sahara occidental, le sud du Sahara occidental. Mais aussi, ce phénomène s'explique parce que la scène internationale ici, le côté médiatique est connu aussi par avoir des alliances aussi, notamment avec Israël. Le Maroc est un grand allié d'Israël, l'Israël il a toujours était le maître d'apprentissage du Maroc dans la question D'ailleurs, monsieur Ahmed de Nahadi, colonisation. je me permets de vous interrompre, c'est très important ce que vous êtes en train de citer, notamment concernant l'entité sioniste. C'est que cette même entité a aussi soufflé et a soutenu même l'élaboration du mur des sables avec Ehud Barak. Exactement, ce savoir colonial donné par l'Israël au Maroc, ça a commencé avec une idée du mur. Bon, ce sont plusieurs murs en vrai. En réalité, il y en a, il y en a un mur après l'autre pour en fait, envahir petit à petit le territoire.
Mais ce savoir colonial appartient bien à Israël et que le financement à l'époque n'était pas venu d'Israël, mais était venu de l'Arabie Saoudite ou des États-Unis qui ont aussi euh, collaboré dans cette colonisation du Sahara occidental. Alors, pourquoi on dit aussi savoir colonial? Parce que ça ne s'arrêtait pas au mur des sables, au mur de sable de 1000 antipersonnes, de cette, euh, un mur qui contient aussi entre 7 et 11 millions de mines antipersonnes. Ça n'arrête pas là parce que la répression systématique qui existe dans les territoires occupés est un savoir colonial aussi. Les méthodes et les agissements du Marcel, il faut que vous sachiez, en français, le mot n'est pas facile à comprendre, mais pour vous dire, l'expression Marzen qui est souvent utilisée dans les pays du Maghreb ou un peu dans les pays arabes, le Marzen correspond à ce régime qui cache, qui réprime aussi à chaque fois que son intérêt n'est pas là sans limite et sans respect du peuple. Exactement. Tous- Monsieur, Monsieur Ahmed Nahabdi, je me permets notamment par rapport à, bien sûr, vous avez rappelé l'intérêt des puissances occidentales au niveau du Sahara occidental. On peut parler aussi de l'intérêt en termes de ressources naturelles telles que le phosphate, mais on en reparlera un peu plus tard dans l'interview. Moi, j'aimerais vous poser cette question parce que vous êtes sahraoui ayant grandi dans les camps de réfugiés de Tindouf en Algérie, qui sont des camps de réfugiés qui sont homologués par notamment les Nations Unies. Donc c'est un camp de réfugiés avant tout humanitaire. On entend beaucoup de mystification et aussi beaucoup de mensonges autour de ces camps. Quelle est votre expérience personnelle? Alors oui, sans doute, vous avez bien connu cette propagande manifestée par le Maroc, une propagande que le Maroc met des grands moyens en disant justement qu'on accusait le Maroc de violation des droits de l'homme au Sahara occidental, la seule stratégie qu'ils ont trouvé à mettre en place, c'est mentir. Mentir notamment pourquoi? Parce que dire que les campements de réfugiés est un lieu de répression ou que les Sahraouis sont enfermés, je pense qu'il n'y en a pas plus libre que les Sahraouis dans ces camps. On trouve que des Sahraouis qui bougent un peu partout, des Sahraouis comme moi, des jeunes Sahraouis comme moi qui ont étudié partout. J'ai eu la chance d'étudier en Espagne et en France, mais d'autres jeunes ont eu l'occasion d'étudier en Libye à l'époque, ils ont eu l'occasion d'étudier en Russie, en Syrie à l'époque, mais aussi en France, au Cuba, au Brésil, en Argentine, aux Pays-Bas. On a eu tout le monde qui partait un peu dans tous les côtés parce que notre priorité était l'éducation, mais ça montre aussi le côté de la liberté. Et aujourd'hui, de ces campements de réfugiés, même il existe une diaspora très grande, notamment en Espagne, et qui sont régulièrement vont dans les camps, ils reviennent. Mais aussi, moi, en tout cas, j'ai jamais connu plus de liberté que dans ces camps. C'est-à-dire, pour moi, la liberté, on la perd plutôt quand on vit Exactement, c'est dans surtout l'Occident. c'est Donc, surtout qu'il faut rappeler, Monsieur Ahmed Nahabdi, que ces camps de réfugiés sont aussi l'émanation d'une situation qui a poussé le peuple sahraoui à fuir sa propre terre. C'est-à-dire qu'on rappelle, 1975, plus de 25 000 civils sahraouis qui ont été bombardés au napalm, qui ont dû fuir au plus près de chez eux. Et donc, ils ont trouvé refuge notamment à Tindouf, dans le sud-ouest algérien. Donc voilà, on va dire que souvent cette mystification, cette propagande, comme vous l'avez dit, ou c'est même ces mensonges, cherchent à cacher une situation bien précise, pour essayer, encore une fois, de jouer sur cette opinion mainstream pour que les gens ne comprennent pas la cause de pourquoi les Sahraouis se retrouvent aujourd'hui dans des camps de réfugiés, alors qu'ils, normalement, hein, je le dis bien, devraient avoir droit à l'autodétermination, devraient jouir de leurs droits sur leur propre terre et devraient être libres de toute occupation.
Alors, Monsieur Ahmed Nahabdi, on va passer à un autre thème qui est beaucoup plus sur l'international, notamment la diplomatie. On a vu beaucoup de soutien se multiplier concernant la cause sahraoui. Comment évaluez-vous ces soutiens grandissants, notamment pour la cause sahraoui, que ce soit diplomatiquement, que ce soit aussi de façon populaire aussi? Alors, pour moi, il faut savoir que tous ces grands moyens qui se donnent le Maroc sur la scène internationale pour imposer son plan de détermination est mené à l'échec. Et mené à l'échec, pourquoi? Parce que ce ne sont pas des puissances étrangères qui décident sur le Sahara occidental. La chose qu'on a rappelé le plus souvent au Maroc, que ce soit en Afrique, notamment par l'Union africaine, ou en Europe, par la Cour de justice de l'Union européenne, ou par les Nations unies, on a souvent rappelé au Maroc, ou on a souvent fermé la porte devant le Maroc en lui disant que le seul qui décide au Sahara occidental est le peuple sahraoui. Ça reste là. Alors, le fait que le Maroc emploie son marché à l'international ou qu'il attire notamment des entreprises ou des compagnies internationales pour s'installer au Sahara occidental et qu'après après ça, trouve le moyen de faire la pression sur les gouvernements respectifs pour leur amener à son intérêt de légitimer leur occupation au Sahara occidental. Pour nous, ça ne change rien. Même, même dans le cas des pays qui ils avaient déjà reconnu le Sahara occidental avant et qu'ils annoncent un retrait de la reconnaissance comme si ça existait. Il faut savoir qu'en droit international, il y a une convention, cette convention, elle est de Vienne, la convention de Vienne, qui régit un peu toutes les relations internationales, dit la chose suivante, que dans le cadre de la reconnaissance d'un État, qui est souvent, la reconnaissance d'un État, c'est souvent un intérêt politique, mais que cet Ex- intérêt politique se limite par le fait qu'une fois que tu reconnais un État, il n'y a plus de marche arrière. La seule chose Exactement. qui, la seule chose qui enlève la reconnaissance d'un État, c'est que l'État disparaisse. Le disparaisse pourquoi? Parce que soit il y a une unification de pays, donc ça fait un, ou justement cet État intègre un autre territoire. La question du Sahara occidental, que ses frontières sont bien reconnues par les Nations Unies, et qui même sont reconnus par le Maroc, on va dire. Que le Maroc, quand il a eu son indépendance, a bien reconnu ses frontières, a de ratifier l'accord des frontières, mais aussi quand ils sont revenus au sein de l'Union africaine, ils ont bien reconnu leurs frontières et reconnu même un Exactement. État à part entière qui est le Sahara Qui est occidental la qui était à RSD. leur côté. Et, et- et Ok. d'ailleurs, Monsieur Ahmed Naabdi, ça m'amène aussi à ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que le Maroc essaie de cacher aussi les victoires de la diplomatie sahraoui, mais aussi de la RSD, de la République arabe sahraoui démocratique, qui est de plus en plus présent dans les sommets, notamment les sommets continentale, notamment l'Union africaine. On a vu dernièrement une participation de Brahim Rali à une conférence et même un sommet autour de l'Union africaine. Brahim Rali a participé aussi à un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne aussi. Dernièrement, on a vu aussi les ministres des Affaires étrangères, de représentation diplomatique, qui sont reçus régulièrement en Uruguay, qui ont été reçus notamment en Mauritanie aussi par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a reçu notamment une délégation de la RSD, des renseignements et même de l'armée sahraoui. Donc on voit que la représentation sahraoui est reconnue à travers le continent, mais aussi à travers l'international. Alors, monsieur Ahmed Naabdi, ça m'amène à poser cette question fatidique. Y a-t-il des pays qui soutiennent l'occupation illégale du Sahara occidental? Alors, pour rendre un peu plus ce space un peu plus sahraoui, je partage un petit peu sahraoui avec vous. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, le soutien à une puissance coloniale appelée le Maroc au Sahara occidental, oui, il est bien présent. Et notamment, quand on parle de la question sahraoui, beaucoup de spécialistes, beaucoup de géopolitologues qui analysent la situation
On dit la chose, juste la chose suivante, la solution au conflit du Sahara occidental ne se trouve pas à New York, ne se trouve pas à Genève, ne se trouve pas au Sahara occidental même, il se trouve à Paris. C'est quelque chose qui commençait à donner son sens que des puissances étrangères s'impliquaient de renforcer une occupation. Alors, comment expliquer une ingérence extérieure dans un conflit aussi marquant pour le nord de l'Afrique? Alors, il faut savoir que la chose la plus choquante au Maroc, qui échappe au Maroc souvent, même quand tout à l'heure on parlait que le Maroc fait des grands moyens pour mener sa propagande à l'international ou même sa politique à l'international, alors que sur le terrain, quelque chose qu'ils ne peuvent pas changer, c'est que le Sahara occidental, qui a trois voisins, le Maroc, l'Espagne, je veux dire l'Algérie et la Mauritanie, il se trouve que deux voisins sur les trois reconnaissent bien la RAF, la République arabe sahraoui démocratique, et ça échappe beaucoup de Marocains, pas, excusez-moi le terme, c'est pas marocain, c'est plutôt des Marocains qui vivent dans ce mensonge du régime marocain. C'est plutôt ces Marocains d'extrême Royaliste. royaliste, on va dire, pour le dire de manière correcte, parce qu'on sait bien qu'il y a un autre terme qui les définit, mais qu'il leur échappe directement. Moi, ce que ça me fait rigoler souvent, euh, la chose de voir des pro-marocains mettant la photo de Bourita avec tel président, premier ministre, je sais pas quoi. Mais ces grands moyens qui sont mis dans le mensonge qui vit le régime marocain, ils pourraient bien servir peut-être à des hôpitaux ou à des écoles, parce que ça ne mènera jamais à rien. C'est quelque Exactement. chose qu'on rappelle souvent au Maroc, c'est que il y a une mission des Nations Unies, et cette mission des Nations Unies, elle s'appelle la MINURSO, une mission des Nations Unies pour célébrer un référendum d'autodétermination occidentale. Donc, personne ne pourra s'échapper de cette réalité. C'est pas en se faisant des amis que le Maroc renforce. Bien sûr, Bien sûr. c'est Bien sûr, c'est un mensonge qui est renforcé par l'intérêt géopolitique, l'intérêt économique, mais pourtant, ce que nous ne pouvons pas changer, c'est la décision de la Cour internationale de justice qui affirme que le Sahara occidental n'était pas un terrasse nullus, donc il y avait bien un maître c'est le peuple sahraoui. Cette décision Exactement. date depuis 50 ans et c'est une décision qui, 50 ans après, on n'a même pas changé un mot, un mot de cet avis, justement juridique. Mais aussi, cette réalité des Nations Unies a considéré toujours le Sahara occidental comme un territoire à décoloniser, même s'ils appellent à avoir euh, des négociations. Ils mettent bien sur la table des négociations le seul et unique légitime représentant du peuple sahraoui, le Front Polisario, et pas un autre. Ils ne mettent pas une autre partie, ils mettent juste le Polisario, le Maroc, qui est la puissance occupante et qui est même reconnu parce que en sachant que les Nations Unies définissent le Sahara occidental comme un territoire à décoloniser et en sachant que euh, les Nations Unies reconnaissent le Maroc comme la puissance occupante, justement au Sahara occidental, la réalité ne peut échapper à personne. Ne peut échapper Exactement, à monsieur. personne. Monsieur Ahmed Naabdi, je me permets encore une fois de vous interrompre, mais c'est très important ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire même dans le cadre, par exemple, du plan d'autonomie, qui nous est vanté très souvent par ce régime marocain. On nous dit que ce plan d'autonomie serait révolutionnaire, il clorait le dossier aux Nations Unies, alors que vous l'avez très bien dit, c'est le peuple sahraoui qui a la main sur la décision finale. Et c'est-à-dire que même par ce plan d'autonomie qui est arrivé quand même en 2007, hein, il faut bien le rappeler, avec le soutien bien sûr de la France. Il faut bien rappeler que à chaque fois, par exemple, toutes les chancelleries, tous les gouvernements, que ce soit occidentaux, quand ils formulent un soutien à ce plan d'autonomie, ils parlent derrière
de solution mutuellement acceptable respectant l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc, au final, en vérité, qu'on le veuille ou non, le régime marocain ne dit pas la vérité. C'est-à-dire que ment aux Marocains en leur disant que ce plan d'autonomie serait révolutionnaire, que ce plan d'autonomie clorait le dossier, alors qu'on le sait très bien, encore une fois, ce n'est, et je vais le dire encore une fois, vous savez, souvent, Monsieur Ahmed Naadi, pour aller beaucoup plus loin dans le sujet, souvent, j'ai posé certaines questions à certains royalistes marocains, et je leur ai dit, vous savez, une reconnaissance, vous avez parlé de reconnaissance, elle se formule, elle s'officialise notamment par l'installation, notamment de bâtiments officiels diplomatiques. Par exemple, comme certains pays qui ont installé des consulats au Sahara occidental occupé. Concernant les grandes puissances qui nous sont vantées souvent au Sahara occidental occupé, en nous disant par exemple les États-Unis, en nous parlant de la France, en nous parlant de tel ou tel pays, on n'a vu aucune installation diplomatique, notamment même si on parle par exemple des États-Unis. Les États-Unis auraient reconnu la marocanité du Sahara, mais le Congrès derrière a bloqué l'installation d'un consulat au Sahara occidental. Ce qui montre aussi que même les États, entre guillemets, les plus farouches soutiens à cette colonisation du Sahara occidental doivent se conformer au droit international et respecter la volonté du peuple sahraoui et de ne pas transgresser le droit international. Je ne sais pas quel est votre avis concernant ma réflexion. Alors, si on parle de questions à poser à un royaliste marocain, moi je pense que la première question qu'il faudrait y aller petit à petit pour leur faire comprendre la chose, si le Maroc, si le Sahara occidental a toujours été marocain, comment, ils peuvent justifier qu'ils ont accepté de partager le Sahara occidental avec la Mauritanie? Est-ce qu'il faut savoir que l'accord de Madrid, l'accord secret de Madrid, mis en place par l'Espagne à l'époque, le 14 novembre 1975, c'est ils partageaient le Sahara occidental entre deux, le nord pour le Maroc et le sud pour la Mauritanie. C'est quelque chose que le Maroc avait accepté. Le Maroc avait Exactement. D'ailleurs, accepté. on ne partage pas quelque chose qui nous appartient. Alors, si à un moment ils ont accepté ça, si à un moment tu décides d'envahir un territoire alors que tu as entendu parler des Nations Unies qui veulent installer le droit à l'autodétermination et un référendum pour les Sahraouis, si un roi Hassan II m'accueille les choses pour chercher à changer le vote en envahissant les territoires ou en invitant bon, en organisant une marche appelée une marche verte alors que c'est une marche noire pour nous, pour ce qui signifie. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Alors, souvent, qui implique des Marocains de toutes sortes, c'est que on se rejoint souvent dans des causes internationales avec les mêmes principes, mais qu'on les trouve souvent aveuglés par cette question. C'est pas leur faute, hein. Le problème, c'est quand on vit dans un mensonge, euh, si le mensonge dur devient, pour certains esprits, une réalité qui leur échappe. Parce que quand tu te voiles la face sur un conflit, quand tu trouves toute une justification à chaque mensonge, tu vis dans le mensonge. Tu- Donc, ça fait 50 ans que certains vont nous dire que le Sahara est marocain, le Sahara est marocain. Mais pourquoi il a fallu du coup ramener des Marocains pour libérer le Sahara occidental juste après la sortie des Espagnols? Les Espagnols étaient déjà sortis, ils nous ont rien libéré. Et le discours même du roi Hassan II qui a été prononcé pour la marche verte était celui de si vous trouvez des Espagnols, faites-leur saluez-le avec un salam alaikum et invitez-le pour votre repas. C'était ça. Et si vous trouvez autre chose que des Espagnols, écrasez-les. Donc, tu vois, ça montre une réalité. Ça veut dire que s'il y avait le moindre de Marocains sur le territoire, de Sahara occidental, la réalité, ça serait de rejoindre vos frères et sœurs. Tu vois? Exactement, de leur apporter Donc, considération. ça serait un peu ça, ça serait l'union du même peuple. Alors que là, on a dit, si vous trouvez des Espagnols, écrasez-les. Si vous trouvez des Espagnols, saluez-les et invitez-les pour votre repas. Si vous trouvez autre chose
que des Sous-entendu, les Espagnols écrasaient Sahraouis. les Sahraouis, quoi. C'était vraiment ça. C'est vraiment ça. Exactement. Il y avait pas de Marocains au Sahara occidental. Ex- Avant 75. Il y en avait pas. Il y en avait pas. Donc, c'est des questions que, quand tu vis dans une propagande, malheureusement, quand cette propagande a été menée pour ton grand-père, pour ton père, pour ta mère, pour tout le monde, à un moment, même si tu parles à la maison, si tu poses les bonnes questions, ça serait comme du blasphème pour eux. Faut savoir que Exactement. tellement le sujet est devenu tabou, ils arrivent même pas à se poser de questions. Tu vois, le question de tabou au Maroc, il s'agit de trois questions. La question religieuse, la question du roi et la question du Sahara occidental. Exactement. La question du C'est, Sahara c'est occidental. c'est quand même C'est très grave. exactement, c'est le fait de dire aussi aux Marocains, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui l'a poussé à un peuple, à une partie du peuple, le Marocain, à abandonner ses maisons, ses territoires, si c'était pas cette fausse promesse de que s'ils allaient s'installer au Sahara occidental, allaient bénéficier notamment d'aide sociale, d'aide au niveau de l'immobilier, au niveau des soins, quelque chose qu'ils n'avaient même pas, ils avaient même pas au Maroc, on leur a promis ce mensonge. Une certaine Donc, opportunité enfin, maquillée pour légitimer l'occupation illégale du Sahara occidental, bien sûr. oui, Monsieur, oui. Et monsieur, les Monsieur Ahmed Marocains Nahad, ils sont trouvés après dans le mensonge, qui sont venus, ils pensaient qu'ils allaient revenir, ils pouvaient revenir. Dans les années 70, les Marocains n'étaient pas autorisés à revenir hein, au Maroc. Non, 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 on fermait les frontières pour qu'ils ne rentrent pas. exactement. C'est- Monsieur Ahmed Nahabdi, tout à l'heure, on a parlé notamment de l'aspect juridique et notamment, on a parlé longuement des avis juridiques, notamment de la justice internationale. Mais il y a un dernier avis juridique qui a fait l'actualité dernièrement, c'est cette fameuse rupture des accords de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Alors, je voudrais vous poser cette question. Quelle est la portée, notamment, de cette rupture des accords de pêche entre l'Union européenne et le régime marocain? Et aussi, bien sûr, et en quoi ça constitue une victoire importante pour le peuple sahraoui? Alors, là, ça vient mon terrain. Là, c'est quelque chose que je vis, que je défends, bien sûr, avec grand intérêt et notamment des connaissances bien aussi historiques que juridiques dans ce sens. Il faut savoir que le seul objectif au sol stratégique qu'a trouvé le Maroc pour légitimer son occupation est la stratégie suivante. C'est faire savoir qu'il y a un territoire riche, appelé le Sahara occidental, attirer des entreprises sur ce territoire, exploiter les richesses de territoire, faire en sorte que ces compagnies et ces entreprises fassent des grands bénéfices parce que on leur impose pas en mettant une basse imposition d'impôts sur leur installation au Sahara occidental pour qu'ils s'installent au Sahara occidental, notamment pour l'exploitation de phosphate, mais aussi du poisson, des produits agricoles un peu partout, ou même dans l'énergie verte. Alors, dès que ces entreprises-là trouvent leur intérêt qu'ils fassent des bénéfices nets, le Maroc commence sa machinerie, commence les menaces et les pressions que sur chaque compagnie, chaque entreprise. Alors, ces entreprises qui sont françaises au niveau de 31%, 29% espagnols, mais aussi il existe des entreprises allemandes, des entreprises d'Israël, des entreprises de l'Australie, tu vois, un peu partout, même des entreprises chinoises et indiennes, ils se trouvent un peu tous au Sahara occidental. Alors, l'enjeu est majeur. Pourquoi? Parce que si on parle de Sahara occidental, il faut savoir que c'est la plus grande mine de phosphate. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le phosphate, on a besoin presque chaque agricole dans le monde. Chaque agriculteur dans le monde a besoin de phosphate pour rendre
sa terre fertile. C'est un fertilisant naturel qui mène un intérêt majeur pour les États, pour les économies, pour l'industrie agricole et qui est demandé un peu partout. Et que le Maroc est prêt à, euh, à le vendre un peu partout. Les États-Unis, ils veulent, en Australie, ils veulent du phosphate, tout le monde en veut de phosphate. Alors, l'enjeu est là que le Maroc a son intérêt de faire des pressions économiques. Et quel est le meilleur moyen de faire ces pressions? C'est en allant contre ces entreprises, comme on a dit. Ces entreprises qui se trouvent dans des États occidentaux, qui sont libres, qui veulent être attachés aussi au droit international, mais qui se trouvent face à des entreprises qui ont une grande partie du marché dans leur propre pays et qui embauchent beaucoup de monde. Et que ces pressions qui ont été exercées contre eux, ils vont l'exercer sur leurs gouvernements respectifs. Donc, beaucoup de gouvernements ont cédé contre le chantage parce que c'est la seule façon qu'a trouvé le Maroc. Le chantage, la corruption, aussi avoir des élus un peu partout qui propagent cette propagande marocaine pour aller contre l'Algérie, soi-disant l'Algérie est le méchant de l'histoire, alors que l'Algérie dit que il s'agit du peuple sahraoui, ne pas du peuple algérien, c'est le peuple sahraoui qui défend ses intérêts. Alors, et là, le principe en général. Alors, comment nous sommes arrivés en tant que peuple sahraoui ou par le moyen de notre seul et légitime représentant le Front Polisario, comment nous sommes arrivés aux tribunaux internationaux? Alors, il s'agissait d'une question de réveil de la question sahraoui, parce que malgré qu'on a dit dans le début de cette mission que le silence médiatique est imposé au Sahara occidental. Mais si on se rend compte et si on suit vraiment l'actualité avec intérêt, on sait que la question du Sahara occidental est bien une question importante et qui est un enjeu même majeur dans les relations au nord d'Afrique entre États, mais aussi entre la zone du Maghreb et l'Europe, et les pays occidentaux. Mais aussi avec le reste de l'Europe. Il y en a beaucoup aussi des puissances africaines qui se tiennent les questions sahraouies et il y a un État sahraoui. Alors, si la question est arrivée, c'est parce que cet intérêt est arrivé même aux oreilles de militants, notamment français, euh, des juristes français qui ont entendu l'idée et qui ont voulu justement aller dans ce sens comme ils l'ont pu le faire avant pour la question palestinienne. Alors, ces juristes-là, ces avocats français d'un cabinet de Lyon, le cabinet de Verre, qui est allé dans le sens qu'au début, ils allaient dans un sens de dire, D'ailleurs, écoutez, Monsieur nous, Ahmed Nahabdi, je ils me permets de comparaient vous bien les deux. interrompre. Oui, Je me permets de vous interrompre. Il faut aussi rendre un grand hommage à Monsieur Gilles Devers qui nous a quittés il y a pas très longtemps aussi, paix à son âme d'ailleurs, et parce qu'il a fait un gros travail, notamment sur la cause palestinienne, mais aussi sur la cause sahraoui. effectivement, c'est quelque chose qui pèse beaucoup pour les deux choses et que le Maroc a aussi mal vécu, la personne ou le cabinet qui allait en représentation du Front Polisario allait aussi dénoncer le génocide à Gaza. C'était parmi les premiers cabinets à aller face aux tribunaux européens pour dire, et même international, la Cour internationale de justice, la Cour pénale, la Cour internationale, euh, la Cour pénale internationale, ils sont allés pour cette question. Mais ce qui a réveillé leur intérêt, c'est que eux qui ne connaissaient pas la question sahraoui, ils ont dit comment ça se fait que la question palestinienne est aussi connue dans un sens large mais qu'il y a un autre peuple, qui est le peuple sahraoui, qu'on lui a reconnu dans le droit international, bien avant les Palestiniens, on a reconnu le droit à l'autodétermination pour les Sahraouis. Et ils sont allés un peu plus loin pour chercher, et un jour ils se sont trouvés avec l'intérêt qui se trouve aussi en France de la Confédération paysanne qui défend l'intérêt des paysans français que le marché français est envahi, le marché européen est envahi par les produits agricoles euh, issus d'un marché illégal. Donc,
cette question qui commence à naître, qui éveille aussi un grand intérêt de ces juristes qui voient beaucoup d'espoir pour défendre une cause juste du peuple sahraoui. Ces juristes, cet avocat, notamment Gilles Devers, décide à un moment d'y aller dans les campements de réfugiés, dans une mission normale. À l'occasion, il a eu l'occasion de rencontrer le président sahraoui qui lui a parlé de son plan. Il faut le savoir que Gilles Devers, qu'il repose en paix, était quelqu'un qui d'une telle conviction dans son argument et son combat pour les causes justes. Et je pense que c'est inédit. Je n'ai jamais vu de pareil. Même, même en tant que Sahraoui, la première fois que je l'ai vu, il me parlait d'une victoire après une autre. Il me parlait juste d'un effet domino qui allait exister au sein même de, de la Cour de justice de l'Union européenne. Moi, en tant que Sahraoui ou même en tant que juriste, je voyais les choses beaucoup plus difficiles. En sachant que ce on avait en face, c'était pas le Maroc, on avait plutôt le Conseil de l'Union européenne, on avait la Commission hum, européenne qui sont des organes très très puissants qui défendent l'intérêt des États membres. Alors lui est allé convaincu, alors et qui a eu un interprète aussi à l'époque avec lui, qui ont convaincu, bon, qu'il a exposé son plan devant le président sahraoui et qu'il pensait avoir une réponse peut-être 1 an, 2 ans après pour vraiment réfléchir. Alors, en moins de 24 heures, le président Sahraoui a dit nous mettons tous les moyens derrière vous. On a tout l'espoir, vous nous avez convaincus, nous allons vers l'avant. Alors, dès 2012, on a mis dans la gueule, comme on dit vulgairement, du Maroc, que le Sahara occidental était un territoire distinct de celui du Maroc. C'est d'ailleurs ce que formule l'avis juridique final. C'est même pas un avis juridique, c'est une décision. Un avis, Décision. c'est-à-dire qu'il n'impose pas quelque chose. Non, c'est une décision qui affirme que ces accords sont illégaux. Illégaux, cet accord est illégal parce que justement, Il n'a pas été conclu on avec a l'accord du peuple violé, sahraoui. oui, exactement, on a violé la souveraineté du peuple sahraoui sur ses propres richesses. Alors, ce qui semblait une victoire faible, un peu ou incertaine en 2012, cette question, elle s'est renforcée petit à petit. Petit à petit, et ce combat qui a une vraie décision en 2016 a veillé aussi l'intérêt majeur d'États qui collaborent avec le Maroc dans cette question pour aider le Maroc à gagner cette bataille juridique. Alors, les juges ont une particularité, les juges européens en tout cas, d'aller dans le sens de la rigueur, mais aussi dans le sens commun de respect de le droit international. C'est-à-dire que les premières audiences, certains juges qui avaient un intérêt de connaître l'histoire, de connaître aussi la légalité internationale, quand le sujet est venu de parler sur la question sahraoui et des ressources sahraouis, certains juges déjà disaient des phrases qui menaient à comprendre que pour eux, le sujet était clos. Pour te dire, dans les premières audiences, tellement les phrases étaient choquantes des juges que le Maroc a fait tant possible pour que les images ne soient pas diffusées. Parce que les juges faisaient des réflexions comme, mais pourquoi on devrait parler de ce sujet alors que les Nations Unies déclarent déjà que le Sahara occidental est un territoire non autonome, un territoire décolonisé. Pourquoi nous, on devrait... C'est euh, exactement euh, plein de vérités et de réalités que le Maroc essaye oui, d'occulter. c'est ça, en fait. Certains juges se disaient, pourquoi on doit statuer sur ça? Pourquoi vraiment il faut aller à s'interroger sur ça? Là, il faut savoir que la complexité de tout ça aussi, c'est que le système de l'Union européenne a une facilité immense de faire des contrats, des accords. C'est une facilité immense. Par contre, après ça, le contrôle
est très difficile d'avoir un contrôle sur un accord ou un autre. Sauf dans cette question. Le contrôle a été cherché par les juges. On a cherché aussi à identifier les produits qui viennent du Sahara occidental. Par une question simple, quand je te dis de la rigueur, c'est parce qu'il y a une rigueur imposée par ces juges. Ils ont ciblé la question d'étiquetage. Une question qui a été menée par le C'est combat aussi des l'histoire des tomates. fameux melons aussi. Oui, tout d'abord, c'était les tomates qui ont commencé. Après, c'était les melons. Mais le grand combat, c'était vraiment les tomates au début. Il est vraiment identifié les tomates qui venaient de Sahara occidental pour dire stop, stop, ça ne peut pas être inclus. Donc, l'accord pour les juges était valable seul et uniquement s'il n'incluait pas le Sahara occidental et notamment ses richesses. Alors, le Maroc, qui a toujours cherché à contourner ces décisions, est allé, ils ont dit oui, s'il s'agit d'un étiquetage, on va amener tous les produits agricoles au territoire le plus proche, c'est-à-dire à Agadir, ou même ils faisaient eux l'emballage là-bas et ils mettaient Agadir ou Casablanca ou peu importe, et il s'agissait bien de produits agricoles. Sauf que même après ce recours, imposé, fait par le Maroc et notamment la Commission et le Conseil, tout le monde est sunni. L'Espagne est derrière ça, la France est derrière ça, l'Allemagne, ils sont là pour mettre des pressions sur la Commission européenne pour qu'elle cherche l'intérêt du Maroc et pour satisfaire cet accord. Alors, encore une fois, D'ailleurs, Monsieur Ahmed Naabdi, excusez-moi encore une fois de vous interrompre, mais il y avait aussi à un moment donné un lobby qui a même défendu la position marocaine, notamment contre la position aussi sahraoui qui est du coup légitime d'un point de vue du droit international. alors, ce lobbying qu'on a tous entendu parler, on a entendu du Morocco Gate, on a entendu du Parlement européen qui ont cherché un peu, ils ont été plusieurs députés européens qui ont annoncé, bon, qui ont dénoncé que le Maroc a cherché à leur corrompre pour aller dans leur sens de politique coloniale. Alors, cette réalité, oui, le lobbying existe, et que c'est ce lobbying par le moyen aussi de la corruption, des pressions, des menaces, d'espionnage aussi, ça a été petit à petit à renforcer la place du Maroc dans le lobbying. Le Maroc n'avait même pas besoin de payer ses agents un peu partout. Elle avait juste besoin d'avoir les bonnes informations pour mettre les pressions sur. Et c'était un moyen efficace. Sauf que ceux qui décident dans la justice européenne, ce sont bien les juges. Donc, quand cette décision s'est présentée encore une fois, et pour donner un sens d'ampleur et une grande décision, le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé de statuer dans la grande chambre. La grande chambre, c'est dans le sens que il n'y aura pas de recours possible. Il n'y aura pas de recours possible sur cette décision. Ils sont allés pour dire que, effectivement, on statue de façon finale. Cet accord qui inclut le Sahara occidental, tout accord Union européenne, Maroc, qui inclut les richesses du Sahara occidental, est illégal. Est illégal dans le sens que le seul justement, on va dire, souverain sur cette question du Sahara occidental est le peuple sahraoui. Et que ce peuple sahraoui a un consentement à donner pour vendre ses ressources ou pas. Donc, c'était la question de connaître le consentement du peuple sahraoui. Donc, les juges ont intentionnellement ouvert la voie au Front Polisario, le représentant légitime sahraoui. Ils lui ont donné, en d'autres termes, la capacité d'Esther, la capacité juridique, la personnalité juridique, c'est-à-dire que le Front Polisario est actuellement, depuis le 4 octobre, capable d'aller en face de chaque tribunal de l'Union européenne pour défendre les intérêts du peuple sahraoui. Et c'est là que quand je te parlais de cette idée de Gilles de Verre, c'était pour lui l'effet domino.
il disait, bien avant, moi je l'ai rencontré bien avant cette décision de 4 octobre, il me disait, nous allons gagner, et non pas gagner une petite victoire, nous allons gagner une grande victoire. Il me disait à Medina, Il était crois-moi, visionnaire. il était convaincu. Comme moi, tellement il était convaincu que je parlais avec son fils et je lui dis, mais ton frère, ton père, est-ce qu'il me parle comme ça parce que c'est lui le, l'avocat du Front Polisario, donc forcément il va me donner ce discours. Il m'a dit, non, 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 non. Alors son fils, il m'a dit, non, non, je t'interdis de dire ça. Je crois et il croit qu'il n'y a rien d'autre que ça. Bah, Dieu merci, il était encore vivant quand cette sentence a été annoncée et que c'était peut-être la plus grande victoire au sein de l'Union européenne pour le peuple sahraoui. On a donné comme décision finale que le territoire du Sahara occidental est un territoire distinct de celui du Maroc, distinct et différent pour appuyer sur la question, que le seul souverain sur ses ressources est le peuple sahraoui, que le consentement du peuple sahraoui est nécessaire pour tout marché, incluant les richesses du Sahara occidental, et le grand intérêt de mettre sur la scène internationale et la scène juridique, le seul et unique légitime Représentant. représentant Au le Front Polisario. Polisario. Alors, là, pour nous, c'était inimaginable. Peu importe qui ne pouvait imaginer une victoire à 1000%. C'était même pas à 100%, c'était 1000% parce que c'était, même dans le plus grand rêve, tu ne peux pas rêver d'une sentence pareille. C'était une sentence tellement écrasante que le Maroc et ses alliés ont commencé à juger la fiabilité des juges et que peut-être ils voulaient faire comme ils savaient en avance la décision, ils voulaient faire partir certains juges avant à la retraite pour qu'ils n'aient pas un poids sur la décision. Et les juges, notamment pour leur montrer qu'ils étaient bien indépendants de cette question, ont dit peu importe, personne n'ira en retraite avant annoncer ses décisions. Et quelques semaines après avoir rendu ses décisions, celui qui devait aller en retraite, il est bien parti après la décision. Et encore, ça n'a pas arrêté là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'actualité parce que quelques semaines après cette décision, parce que le Maroc, avec son espionnage, il a eu l'information privilégiée par rapport à l'annonce de cette, euh, de cette sentence qui les a réduits au néant dans la question des ressources naturelles sahraouites, était d'essayer avec la Commission et avec le Conseil de l'Union européenne d'introduire le mot intérêt, bon, la phrase de l'intérêt de la population du Sahara occidental. C'est-à-dire que ces projets-là allaient donner à manger à la population du Sahara occidental. Et là, le coup fatal, vraiment le coup fatal pour le Maroc, c'est que le juge sort une autre décision pour dire il ne faut pas confondre population et peuple sahraoui. Ils l'ont pas dit dans les mots pour leur comprendre, mais ils l'ont dit dans le sens de dire, écoutez, là, il y a des colons, et là, il y a un peuple sahraoui. Nous, on vous parle de peuple, ne parlez pas de population parce que ça inclut justement cette population de colons qui se trouvent au Sahara occidental. Alors là, euh, c'était C'est une plaque. inachevé. C'était inachevé dans le sens que, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces ressources qui ont été mis en place alors que le Front Polisario avait un petit cabinet de Lyon avec deux juristes notamment, avec une équipe aussi amplifiée après parce que ça réveillait l'intérêt, qu'ils ont fait plier les entreprises qui impliquaient un lobbying fort pour avoir une décision favorable et renforcer leur présence au Sahara occidental. Le Maroc, avec tous les moyens qu'il avait mis en place, parce que c'est le grand intérêt pour lui d'avoir des échanges avec l'Union européenne, mais aussi tous les États qui ont fait le lobbying du Maroc auprès de la Commission et le Conseil. Et le Conseil, justement, et la Commission qui s'est
des organes pour nous quand on s'imagine ou quand on connaît leur pouvoir au sein de l'Union européenne, ils sont plus puissants que n'importe quel État. Et c'est eux qui négocient pour les États, donc c'est à eux qui ont le pouvoir de ça. Et là, c'est un petit cabinet qui leur fait plier, c'est aussi le droit légitime du peuple sahraoui. Il y a encore une chose, cette promesse faite au peuple sahraoui il y a 50 ans est plus d'actualité que jamais. Plus d'actualité que jamais. Mais bon, on sait comment ça marche les choses. Le Maroc, et notamment hier, un accord a été mis sur la table pour maquiller un peu les choses, pour contourner un peu les lois, mais en sachant que hum, la Commission, elle veut toujours que l'accord soit favorable au Maroc, mais qu'ils seront dans les légalités, on sera en mesure de dénoncer ça, on sera en mesure de dénoncer ces entreprises, on sera en moyen justement d'encore gagner la bataille et dénoncer ce pillage des ressources naturelles. Il faut savoir que ce qui Exactement. représente chaque année, seulement les produits agricoles, c'est plus de 500 millions de dollars, alors que le peuple sahraoui, bon, la moitié du peuple sahraoui, vit dans des campements de réfugiés qui dépendent des aides humanitaires. Exactement. Monsieur Ahmed Nahadi, on va passer un petit peu sur un dossier autre, notamment qui concerne un peu plus la jeunesse, d'ailleurs qui vous parle un peu beaucoup, parce que vous êtes porte-parole des affaires étrangères de la jeunesse sahraoui. Donc voilà, vous allez pouvoir un peu nous aiguiller un petit peu concernant ce sujet. Alors moi, j'ai une question pour vous. Comment la jeunesse sahraoui s'organise pour faire entendre sa voix? Alors, il faut savoir que la jeunesse sahraoui, comme n'importe quelle jeunesse d'une cause juste, est bien différente des autres. Il faut savoir que dans le fait de naître dans un conflit, il faut savoir que le fait de naître dans une injustice décide ou mène un chemin différent pour n'importe quel peuple. Alors, vous le saurez sûrement, quand on parle avec quelqu'un qui a vécu un conflit, qui est né dans un conflit, on ne sera pas en mesure d'égaler les connaissances juridiques ou géopolitiques ou historiques. Pourquoi? Ce qui a fait que cette jeunesse, pas seulement la Sahraoui, on peut parler de la jeunesse palestinienne, on peut parler de cette conscience de réveil, aussi ce devoir qui est naturel. C'est-à-dire que le jeune Sahraoui, on l'appelle plus jeune Sahraoui, dès qu'il est plus ne vit plus dans les Sahraouis, il devient ambassadeur. Ambassadeur de la cause. Et ça, c'est partagé pour tout le monde. Et notamment, les plus petits ambassadeurs, ils commencent avec l'âge de 6 ans. C'est des petits enfants qui Quelque voyagent chose qui est ancré qui, naturellement. exactement, c'est des petits enfants qui, par exemple, vont en Espagne pour les vacances en paix, des vacances organisées pour les jeunes Sahraouis pour fuir un peu l'été très aride dans les campements de réfugiés. Il devient ambassadeur de la cause. Alors, quand, quand on n'a plus besoin de orienter un jeune sur son devoir, ça veut tout dire. C'est-à-dire que le jeune Sahraoui, qui a connu peut-être des conditions difficiles et qui, même s'il trouvera des meilleurs en Europe, en Amérique, en Asie, peu importe, cette question est attachée à lui et qui sa priorité numéro un ne sera jamais la priorité d'avoir une belle carrière ailleurs, de gagner de l'argent. Sa priorité est toujours parler de la question sahraoui un peu partout. C'est pas seulement mon cas, c'est le cas de la 99,9% des Sahraouis qui, dans chaque conversation, dans chaque rencontre, ils informent de l'injustice qui vit le peuple sahraoui. Alors, le fait aussi que le pari numéro un du Front Polisario et de la République sahraoui n'a jamais été de faire comme veut la propagande faire comprendre, des jeunes soldats. Non, au contraire. La priorité numéro un du Front Polisario
et des mamans sahraouis, allons le C'est dire aussi, l'éducation. des mamans sahraouis. C'est l'éducation, le premier frein. Exactement. D'ailleurs, Le monsieur premier frein, Ahmed c'est... Nahdi, excusez-moi encore une fois de vous Non, interrompre, non, pas de souci, pas de souci. mais il faut rappeler aussi que la jeunesse sahraoui a l'un des pourcentages en termes d'éducation les plus élevés sur le continent africain. Exactement. Oui. Le taux d'alphabétisation est très, très, très élevé. Très, très élevé en comparaison avec les pays voisins, avec l'Afrique entière. On, on trouve parmi les deux plus élevés d'ailleurs. C'est ces mamans, ces femmes sahraouis qui n'étaient pas forcément en première ligne de combat à l'époque, mais qui leur priorité était construire des écoles et des hôpitaux pour les enfants a donné un début d'une histoire de priorité l'éducation. C'est-à-dire que c'est tous ces mamans qui ont accepté aussi de se séparer de, de ces enfants. Ce sont beaucoup des enfants très très jeunes qui sont allés à Cuba pour étudier la médecine ou étudier les métiers de soins à l'âge peut-être de 12, 13 ans, qui partent commencer le lycée là-bas, le collège et le lycée là-bas, et finalement faire carrière. Ils pouvaient passer 16 ans sans revenir avec leur famille. C'était le sacrifice numéro un c'est pour servir la cause et qui ça va dans le sens de l'éducation. Alors tu trouveras maintenant, tu parleras avec un jeune de 8 ans, un enfant, un enfant de 8 9 ans, 10 ans, qui sera t'expliquer le conflit mieux que n'importe qui. Il ne sera pas, il ne sera pas c'est lui qui va dire il y a une chose dans le Coran, il l'aura dans le sens commun. C'est difficile à comprendre quand L'engagement, ça prend dès la naissance. oui, moi, pour te dire, ma dernière expérience avec ça, je suis souvent ému avec cette question parce que, par exemple, dans ma ville, dans la ville où je réside en France, nous avons accueilli des jeunes enfants. Ils avaient tous 10 ans. Ils sont venus pour 3, 4 semaines ici en France pour en fait pour rendre leur été un peu plus frais, notamment. Je suis super étonné parce que moi, je sais que j'ai fait partie de ces jeunes. Moi, je suis parti en Espagne à l'âge de 6 ans, avec une famille d'accueil en été. Et je me rappelle encore de tout ce que j'employais pour faire comprendre. Là, je sais ce que peut vivre le peuple sahraoui. Mais le fait de le vivre, c'est une chose, mais le voir aussi, c'est une autre chose. Alors, euh, quand les enfants sont arrivés, les enfants sont arrivés, qui au début étaient un peu timides, quelques minutes après, oh, bon, quelques heures après qu'on allait dans le dîner, euh, ils connaissent aucun mot du français. Ils parlent hassania, le dialecte sahraoui. Ils parlent un peu l'arabia, le fosha, l'arabe littéraire. Mais le fait que ces jeunes-là ne connaissent pas de frontières quand il s'agit de parler de leur cause est émouvant. Et on était dans un endroit où il y avait une carte du monde. Tu Oui, sais, les petites cartes du monde, il y a beaucoup de monde qui est fan de mettre des cartes un peu sur leur mur et tout. Et que tu vois un de ses enfants ramener quelqu'un pour lui dire Sahara occidental. Et tu sais même pas qu'est-ce qui oblige un enfant sahraoui de lui dire moi je viens de là-bas, vive le Sahara occidental libre. Donc c'est quelque chose que on peut pas comprendre. C'est leur mission. Leur mission, c'est faire justice à leur peuple. Et de la façon pacifique, qui a toujours représenté le peuple sahraoui, un peuple opprimé pourtant, qui n'a pas choisi hum, la force, mais qui a été opprimé, qui a été bombardé, qui aujourd'hui il vit une des pires, euh, une pire violation de droits de l'homme, une violation des libertés fondamentales. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas comprendre. On peut pas comprendre, c'est que ces jeunes-là, même des jeunes de 10 ans qui,
la langue ne représentait Se pas. sentent investis l'émission. Ah oui, ah oui. Et pourtant, personne leur a dit, personne leur a ne les quitte pour ça. C'est quelque chose d'inné. Il faut pas être très bête aussi pour comprendre des choses. Il faut savoir quand tu vis t'arrives dans un monde meilleur et tu dis, te rendre compte que tu habitais dans les camps de réfugiés et que tu sais dans quelles conditions le peuple sahraoui est arrivé là en fuyant la guerre. Même un enfant de 4-5 ans est capable de faire la différence. Malheureusement, c'est pas le cas de certains royalistes qui veulent tomber dans le mensonge et se voiler la face, alors qu'un enfant de 4 ans, 5 ans, il est déjà capable de rentrer dans ce côté du sens commun et de comprendre très, très facilement la question. Et c'est pour ça, c'est le combat aussi du régime marocain, c'est de mener une désinformation sur les camps et sur la situation des camps et qu'il y a des camps, ils sont enfermés et tout ça. Pourquoi? Parce que le fait que si un jour un Marocain royaliste s'interroge pourquoi il y a des réfugiés, pourquoi ils ont fui la guerre, alors qu'il s'agit de populations civiles. Si quelqu'un se pose la question, il a très vite une réponse, parce il y a une puissance coloniale qui est arrivée, comme dans beaucoup de pays, et cela ne signifie pas la joie ni la liberté, ça signifie une invasion territoriale, le cauchemar pour n'importe quel peuple. Et Exactement. pourtant, refuser de le comprendre, c'est participer être complice de cette colonisation, être complice de cette injustice qui vit le peuple sahraoui ou d'autres peuples, bien sûr. Exactement. Alors, monsieur Ahmed Naabdi, avant-dernière question, bien sûr, pour vous. C'est vrai que tout à l'heure, on a abordé la question des droits humains, les exactions notamment, mais aussi les arrestations. Moi, j'aimerais savoir aussi la société civile sahraoui, notamment sur le terrain, comment elle s'organise pour faire face aux arrestations, aux exactions notamment, ou des fois même des crimes de l'occupation marocaine au Sahara occidental occupé. Et aussi, si vous pouvez me parler aussi de la jeunesse sahraoui d'un point de vue international, comment elle s'organise pour faire face. Alors, sur le Sahara occidental, la puissance occupante, le moyen qu'a trouvé le Maroc sur place, c'est que interdire tout rassemblement de population de Sahraouis pour ne pas porter la mèche justement de la révolution ou de la revendication de leurs droits légitimes. Et pourtant, ça n'a jamais empêché le peuple sahraoui à lutter pour tout ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire la liberté, la dignité et le droit de décider son propre avenir. Alors, il faut savoir, quand on s'imagine ce contexte d'organisation, tout le monde peut-être connaît le printemps arabe, et que pour beaucoup de médias, ce début de printemps arabe commence en Tunisie. Avec des musiques, oui, il y avait, oui, en Tunisie, Pour beaucoup de monde, commence en Tunisie. Mais pour nous, les Sahraouis, ou malheureusement pour ceux qui veulent pas se voiler la face sur l'histoire, quelque des chose musiques. inédit qui est arrivé en octobre 2010, bien avant ce phénomène qui a commencé en 2011 avec le jeune homme qui s'est brûlé devant le ministère de justice tunisienne et tout. C'était bien des musiques, ce qui commençait avec des revendications comme elles existent aujourd'hui par la jeunesse, par la génération Z. Ça a bien eu un phénomène aussi au Sahara occidental, ce qui est sorti d'un contexte de revendication des droits basiques pour un peuple sahraoui qui ne vit pas ni jouisse pas de ses droits, a mené à la réalité, le réveil de dire mais tout ça, nous en tant que Sahraoui, on sait quelle est la finalité, c'est que vous êtes la puissance occupante et nous, on n'a aucun droit en tant que peuple et nous voulons tout simplement revendiquer notre droit à l'autodétermination. Alors, c'est un campement, le campement des musiques, comme tu viens de le dire, qui s'organise, qui s'organise à peu près avec entre 20 et 40 000 civils sahraouis, qui s'organisent à l'extérieur
de la ville de l'Aïoun, la capitale du Sahara occidental, et que comment c'est construit un campement qu'on appelle le campement de la dignité, et comment ces revendications. Imaginez faire face à un régime totalitaire, un régime comme est celui de Marzen qui connaît comme seule réponse euh, la répression. Alors, les Sahraouis, ils ont bien osé le faire. Faire face à une puissance occupante, faire face à un régime où son armée sur le territoire du Sahara occidental est plus nombreuse que le peuple sahraoui sur le territoire. On est, bien sûr, on est sur un C'est, dispositif policier très important. il y a il y a très peu de colons civils hein, au Sahara occidental, il faut savoir. Colons marocains au Sahara occidental, il faut savoir que déjà dans le mur qui divise le Sahara occidental, on trouve entre 140 000 et 150 000 soldats marocains. Rappelez-vous que la population qui se trouve au Sahara occidental, occupée, sur les territoires occupés, est de 170 000, 180 000 Sahraouis. Et juste l'armée physique, l'armée de soldats de l'armée de terre, elle est plus, bien plus que la moitié. Elle est du 80% presque de la population. Alors, imaginez ce qui reste de policiers, de agents secrets qui sont infiltrés partout. Là, malheureusement, le nombre de colons au Sahara occidental, et pour chaque Sahraoui, il y a 8, 9 colons. Donc, malgré tout ça, malgré que cette réalité d'un temps qui n'est pas si lointain, 2010 n'est pas si loin que ça, les Sahraouis, les jeunes Sahraouis, ont bien osé à revendiquer leurs droits, qui ont été malheureusement fortement réprimés, et qu'à ce jour, on a plus de 30 prisonniers politiques sahraouis qui ont été jugés par un tribunal militaire, qui ont subi la plus grande injustice, celle de leur imposer des crimes qu'ils n'ont pas commis. Et ça, c'est une force de la résistance sahraoui, elle existe bien. Le peuple sahraoui, c'est un peuple qui existe et qui résiste un jour après un autre. Et cette D'ailleurs, c'est façon très de... important, c'est très équivoque ce que vous venez de dire en parlant notamment de tribunal militaire. Souvent, on nous dit que le Sahara occidental, les Sahraouis seraient marocains. Mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas jugés comme des Marocains, c'est-à-dire avec une justice civile, une justice notamment qui relève de l'état de droit. Là, on est sur de la justice militaire. Donc, on est sur encore une fois, un instrument répressif qui est dans une vision plutôt militaire pour asseoir une certaine domination sur ce territoire. Donc on est réellement face à une occupation. C'est ce détail que j'ai voulu relever. Alors, c'est très exact parce qu'en effet, pour un Sahraoui qui a été arrêté par les autorités occupantes, sa sentence est déjà écrite. C'est-à-dire que ce qui fait le régime ou ce qui reste au régime, c'est juste classer une sorte de militant et un autre militant et un autre militant, jusqu'à arriver jusqu'aux étudiants. Imaginez que vous allez en garde à vue, que la garde à vue n'est pas une garde à vue, non, vous êtes en prison directement. Et que même ta représentation légale, ton avocat, ils te disent, bah, en fait, rien à faire vraiment parce que vous, c'est déjà écrit. Je peux t'annoncer qu'est-ce qu'il va dire parce que voilà, excusez-moi, il y a des éléments qui sont identifiés. Voilà, tu es étudiant sahraoui qui t'agit dans les universités marocaines, bah voilà, tu as entre 2 et 10 ans de prison. Tu es militant extérieur, tu as mené un groupe organisé, tu peux avoir, voilà, c'est une prison à vie. C'est déjà une sentence écrite. Mais que le Maroc sache que les Sahraouis n'ont pas peur de cet aspect. N'ont pas peur parce que on n'a plus rien à perdre en vrai. Quand t'as plus rien, tu peux y aller que vers l'avant. Et que peut-être, tu sais, certains prisonniers politiques, que j'ai pu parler avec eux, euh, on me dit la chose suivante. Et c'est quelque chose qui me choque vraiment.
Et une fois, j'ai parlé avec Naama Sari notamment au téléphone. Et que je le remercie encore de privilégier un appel d'un autre militant extérieur pour l'informer sur la situation et qui me dit la chose suivante qui m'a choqué et qui m'a encore renforcé ma foi dans cette cause. Il m'a dit, tu sais, à Ahmedna, il me dit, être en prison ici ou être dans les rues de Sarah Central, il n'y a pas vraiment une différence. En sachant Ça- que, en sachant que pour les Sahraouis, le Sahara occidental occupé, les territoires occupés représentent une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire que t'es surveillé, si tu parles le moindre de mots, t'es réprimé, t'es enfermé. Il me dit, il n'y a pas vraiment une différence. Il me dit, bah encore, moi je pense que j'ai encore plus de liberté dans la prison physique que je suis actuellement, parce que quand je veux crier Sarah Santa libre, rien ne change. Je suis déjà en prison. T'imagines, t'imagines quand on arrive à ces conclusions qui sont choquantes et pourtant qui sont réelles. Ils sont réels dans ce sens que ça change vraiment pas rien pour eux, tu vois. Et que dans l'autre Exactement. sens, comment ça s'organise dans les campements de réfugiés, les jeunes sahraouis, il y a une représentation officielle de la jeunesse sahraoui, il y a un organe même de la jeunesse qui est au sein de la République sahraoui et qui sont organisés dans le sens de jeunesse, mais aussi d'étudiants, et que ces deux organisations, le Khotasario et l'Ouessario, sont tout hum, un mouvement vers le monde entier pour revendiquer au nom de la jeunesse, au nom des étudiants sahraouis, du peuple sahraoui, la détermination. Et le cas de la diaspora, et comme je te disais avant, n'importe quel jeune de la diaspora, il se sent comme un ambassadeur. Il sait qu'il a sur les épaules un devoir, une grande responsabilité, celle de profiter de chaque espace pour parler, au moins parler de la cause sahraoui. Pour justement cet espace, de profiter de cet espace pour dénoncer l'occupation marocaine. Et ça, c'est la réalité de la jeunesse sahraoui. Aujourd'hui, nous, on a décidé autrement. Moi, je partage le fait je suis plutôt dans la ligne de dire que mes priorités aussi en tant que jeune sahraoui, c'est la scène internationale. Et j'ai décidé de mener le chemin de croire que je dois continuer dans cette voie de garantir l'existence d'un État sahraoui dans la scène internationale, d'imposer la réalité qui est le droit international est le meilleur ami, est le meilleur ami du peuple sahraoui, et qui est là pour le protéger, et que nul n'est censé ignorer cette réalité. Moi, c'est mon combat. D'autres combats sont celles des jeunes sahraouis qui croient que la lutte armée est la seule option et que je respecte et que au fond je partage parce que Et qui est notre un droit garanti par le droit international aussi. exactement le droit de s'autodéfendre, le droit justement de aller contre ton oppresseur, c'est un droit garanti par la Convention de Genève, mais c'est quelque chose que revendiquent beaucoup les Sahraouis, les jeunes Sahraouis, que je le partage et que je le respecte euh, fortement, c'est que les jeunes Sahraouis disent ce qui a été repris par les armes ne peut être repris que par les armes. Nul ne peut croire un État qui aujourd'hui occupe un territoire ne cessera son occupation par une décision de droit international ou des pressions internationales. Non, à l'Irak, ça n'existe pas dans ce sens. Mais Cuba, moi je défends cette position de que malgré ça, nous devons bien garantir l'existence d'un pouvoir politique, d'une représentation politique au sein des institutions internationales, de porter la voix aussi du peuple sahraoui un peu partout. Et c'est mon combat. On a tous un rôle à jouer. On a tous un rôle. Et c'est aussi comme mon rôle aussi, c'est de travailler dans l'aspect humanitaire pour aider aussi des enfants en situation de grave maladie, le cancer, de les sortir, de leur trouver justement un hôpital en Europe ou ailleurs pour les guérir, c'est aussi un peu mon rôle. Donc chacun
trouve un rôle, mais chacun un rôle. C'est ça qui est le plus important. Peu importe le rôle que tu as, le plus important, c'est que tu as bien un rôle et que tu es déterminé dans ce combat. Exactement. Monsieur Ahmed Nahabdi, du coup, on va passer au mot de la fin. Pour vous, quel est votre souhait personnel pour un Sahara occidental libre, en paix? Et je vous laisse adresser aussi un dernier message à ceux qui nous écouteront, notamment un message concernant la cause sahraoui et qu'est-ce que vous leur conseillez sur cette cause? Moi, c'est quelque chose, je veux dire, quelque chose que je n'aborde presque jamais parce que je ne veux jamais mener mes discours par l'émotion ni par la réalité. Mais c'est quelque chose qui pèse sur moi aussi, c'est que ce conflit représente pour moi que j'ai été séparé de ma famille. Imaginez-vous que j'ai jamais connu mes grands-parents alors qu'ils étaient vivants jusqu'à ma grand-mère jusqu'à il y a une semaine, Allah yarhamha, et que Allah j'ai yarhamou. jamais eu le droit de la connaître. Aujourd'hui, j'ai toujours pas connu mes cousins, j'ai toujours pas connu mes oncles, et c'est ça la réalité du peuple sahraoui, qui est un peuple qui a été divisé, obligé justement à se séparer en deux. C'est ça, malheureusement, ce qui pèse beaucoup, et il faut que le monde le sache. Chaque espace, chaque endroit doit porter la cause sahraoui, la cause palestinienne, toute cause juste, et justement là, pour revendiquer ce droit, pour s'appuyer aussi, mais surtout, une question très simple et que nous devons être alignés dans ce sens, qui est notre priorité en tant qu'être humain, c'est être du bon côté de l'histoire. Parler de l'histoire comme des erreurs humaines, c'est croire que nous, on n'a pas été présents sur la planète. Donc, celui qui veut être aux côtés du bon côté de l'histoire est forcément aux côtés des peuples opprimés, aux côtés de la cause, des causes justes, aux côtés de la légalité internationale et pour la liberté, pour garantir les libertés de chaque peuple, de chaque citoyen dans le monde. Il ne faut pas rester dans son confort, comme on le dit souvent, il faut voir plus loin pour que ceux qui ne jouissent pas des moindres des libertés aient justement notre devoir un peu partout de leur mener garantir que leur voix soit entendue et garantir justement que leur cause soit un peu étendue un peu dans le monde pour construire des ponts, des murailles même, pour de solidarité. Et la solidarité, justement, comme certains philosophes le disent, la solidarité est un peu l'amour partagé par n'importe quel peuple. C'est l'amour qui unit la planète. La solidarité internationale, c'est de croire qu'un peuple a le droit à un avenir juste dans son territoire et forcément de côté du peuple sahraoui. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Ahmed Nahabdi, pour cet entretien très enrichissant qui nous a permis aussi de faire connaître un peu plus la cause sahraoui, de parler sur des sujets qu'on n'aborde pas assez souvent, notamment la question des droits humains au Sahara occidental. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Vous nous avez honoré de votre présence durant cette émission. Puis bah, je vous laisse dire un dernier mot pour la fin, pour ceux qui vont nous écouter, du coup. Merci. Juste, merci de juste, arriver à là. Donc, si vous avez entendu encore ces derniers mots parce que vous êtes vraiment intéressé, il faut que vous sachiez que la cause sahraoui est un peu partout. Aujourd'hui, nous avons aussi l'occasion, bon, la chance de nous renseigner librement sur des conflits pareils et que je vous invite tous à vous renseigner sur la situation de Sahara occidental, à savoir qu'est-ce qui vraiment se passe au Sahara occidental, pourquoi un peuple est opprimé, pourquoi un peuple vit depuis 50 ans une injustice qui semble sans fin, et pourtant que la solution de son conflit est une des choses la plus simples possible. L'organisation d'un référendum est donnée à ce peuple le droit de choisir librement son avenir. La solution est très facile, et pourtant, la complicité de la communauté internationale, le silence de la communauté internationale fait que ce peuple continue dans l'injustice et l'indifférence surtout de vraiment de garantir une justice pour ses citoyens du monde. Merci.
Exactement. Sur ces derniers mots, qui ont un sens très profond, je remercie à tous ceux qui ont visionné, cet entretien et je remercie encore une fois monsieur Ahmed Naabdi pour qui nous a honorés de sa présence notamment, pour parler de ce sujet qui tenait à cœur la chaîne notamment, donc voilà. Donc je vous remercie et à bientôt. Merci, merci, à bientôt.